Alors bonjour à tous et à toutes, merci pour votre présence à ce tremplin. Je m'appelle Sarah Mourad et je vais commencer tout de suite par vous poser une question. D'après vous, le coût des incidents de sécurité a stagné depuis 2020, augmenté ou diminué depuis 2020? Bon, je vais peut-être aller avec la majorité. Qui dit que ça a augmenté depuis 2020? Levez la main, comme ça on voit. Ok. Bon. Effectivement, ça a bien augmenté et c'est plus que une réponse intuitive, c'est aussi prouvé par un institut de recherche qui s'appelle Ponemon et qui a fait une étude pour IBM qui a suivi en fait année par année depuis 2016 le coût des brèches de données, des fuites de données, donc qui sont les principaux incidents de sécurité qu'on peut avoir dans une autre entreprise. Et depuis 2021, voire même 2022, on est à un record de 4 millions de dollars en moyenne pour ce type d'incident de sécurité. Aussi, ce qui est étonnant et qui est révélé par cette étude, c'est que la majorité des causes de ces brèches de données viennent de vos propres applications. Si on remarque ici la courbe de fréquence, on a tout ce qui est entouré en rouge des causes liées à votre application. Donc ça peut être l'usage de mots de passe qui sont ou bien volés ou divulgués dans une base de données quelque part. Aussi le fait d'utiliser des composants tiers qui ont déjà des vulnérabilités. Et le pire aussi, c'est les mauvaises configurations de vos propres infrastructures dans le cloud, mais aussi dans les machines virtuelles. Donc pour comprendre un peu plus mon propos, où est-ce que je veux en venir, je vais déjà vous rappeler les différentes étapes dans le cycle de développement logiciel qu'on connaît tous. Donc on commence tout le temps par bien sûr planifier et faire un design de notre logiciel, développer et implémenter, tester, déployer et réaliser, puis monitorer et faire de la surveillance de notre application. Pourquoi en fait je fais ce rappel? C'est pour vous attirer l'attention sur quand est-ce qu'on prête l'attention à la qualité et à la sécurité dans ces différentes phases de développement. D'après vous, à quelle étape? Pour ceux qui disent peut-être phase de monitoring? Non. Déploiement? Phase de test? Tout le temps? Après un premier incident de sécurité. Alors, d'une manière traditionnelle, beaucoup en fait vont faire leur phase de test, bien sûr, au moment de tester l'application. Donc ça, c'est le modèle traditionnel de qualité qu'on utilise tous de manière intuitive quand on prépare ou quand on développe une solution pour un client. Là, ce que je veux vous prouver avec mon propos, c'est que dès à présent, pour réduire ces risques de sécurité que je vous ai montré tout à l'heure, il faut maintenant prêter attention à la qualité, à la sécurité bien au plus tôt. Et là, on parle d'un virage à gauche, à l'intention qu'on va prêter à la qualité, d'où le terme un peu mystérieux qui fait partie de mon titre, le Shift Left Model ou le Shift Lefting. Pourquoi ce shift lefting? Parce que la même institut de recherche a listé les pratiques qui sont aujourd'hui faites dans les entreprises qui aident à réduire le coût de ces incidents de sécurité. J'ai fait un peu de filtrage pour vous et j'ai gardé en fait que les pratiques qui concernent des bonnes pratiques qui sont mises en place avant la phase de test et donc qui respectent le principe du shift lefting. Et si on fait la somme en fait, de toutes ces pratiques, donc on a par exemple le DevSecOps Approach, on a même le training, le fait de mettre en place un Identity Management. Donc toutes ces pratiques-là, on arrive déjà à 2 millions d'économies en moyenne sur tous les incidents de sécurité qui ont été calculés et suivis par cet institut de recherche. Donc, on est, j'espère après tout ce que je vous ai raconté, convaincus qu'il faut absolument, et le plus tôt possible, considérer la sécurité dans notre cycle de développement logiciel. Et pour ce faire, on a besoin de nos développeurs pour nous aider sur cette quête, parce que c'est eux qui sont en première ligne dans ces phases
qui sont au plus tôt dans le cycle de développement. C'est eux qui implémentent la solution, voire tester la solution. Mais malheureusement, je pense dans la majorité de vos organisations, vos experts en sécurité, s'ils existent, ils sont dans la phase de monitoring et de surveillance de vos applications. Donc bien après que votre application soit déployée en production. Alors comment peut-on faire appliquer ces principes de shift lefting comme je suis en train de vous vendre? Une première solution, et qui serait idéale pour tous, serait d'avoir un expert ou un sachant en sécurité qui soit proche de vos développeurs et qui puisse les montrer comment mettre en place les bonnes pratiques en sécurité au plus tôt dans vos systèmes informatiques. Si c'était si simple que ça, saurez-vous répondre à cette question? Quel est, d'après vous, le pourcentage d'organisations qui intègrent la sécurité au plus tôt? 14%, 38% ou 62%? Attention, on est dans la précision ici. Donc pour celles et ceux qui pensent que c'est 14%, levez la main. OK. 38%? Ah, on a deux. Et la troisième, 62%? Personne, OK. Donc j'ai deux gagnants dans la salle. C'est effectivement 38%. Donc il y a des organisations et des entreprises qui ont fait beaucoup d'efforts pour intégrer la sécurité au plus tôt dans le cycle de développement. Et là, je vous montre une étude qui a été faite par State of DevOps, donc ils font un rapport annuel sur l'état du DevOps un peu dans le monde. Et en 2019, ils ont consacré le rapport sur la sécurité. Et ils ont du coup fait une étude sur le niveau d'intégration de la sécurité au cycle de développement des entreprises qui ont été sondées. Et vous allez remarquer que toutes les barres qui tendent vers le rouge représentent les entreprises qui ont intégré la sécurité bien après le déploiement en production. Et celles qui tendent vers le bleu sont représentatives des entreprises qui ont fait l'effort d'intégrer la sécurité bien avant, c'est-à-dire en phase d'implémentation, voire de bout en bout sur toute la chaîne de développement logiciel. Et si je fais la somme du coup des deux barres bleues que vous voyez, on arrive à la somme de 38%. Donc peut-être que depuis 2019, ça a évolué, mais en tout cas, on a une minorité malheureusement qui fait cet effort-là. Et si on fait du coup la somme du reste, on est à 60% qui ne sont pas dans ce principe de mise en place de la sécurité au plus tôt. Après, ce n'est pas du tout de leur faute. Je pense vous-même, vous êtes dans ces pourcentages, je ne vous blâme pas. C'est la réalité aussi du marché du travail. On n'arrive pas à recruter des experts de sécurité pour qu'ils soient aussi proches qu'on le souhaiterait de nos développeurs. Parce que le marché du travail aujourd'hui ne fournit qu'un expert en sécurité pour 500 développeurs. Et ça, c'est les chiffres qui sont donnés aussi par GitLab Security Lab en 2019. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle serait la solution? Là, ce qu'on est en train de mettre en place à travers un programme de Security Champions que je vais vous détailler tout de suite, serait en fait de désigner un développeur ou développeuse de votre équipe, s'ils sont bien sûr d'accord pour se faire accompagner et former et monter en compétences en sécurité. Et l'objectif, c'est de leur donner les clés nécessaires et suffisantes pour qu'ils implémentent les bonnes pratiques en sécurité au plus tôt, depuis la phase d'implémentation et développement qu'ils sont en train de mettre en place, pour que ça respecte un peu le principe de shift lefting que je vous vends. Et cette personne, c'est ce qu'on va appeler champion en sécurité ou security champion, si vous avez déjà entendu parler de ce terme mystérieux. Et la mission de ce champion ou championne en sécurité, c'est assez simple, c'est d'incarner et promouvoir le shift lefting dans son équipe. Aussi, une mission clé pour ce champion ou championne en sécurité, c'est d'influencer leur équipe de développement. Ça ne veut pas dire qu'il va devenir lui-même expert en sécurité, pas du tout. Il va influencer son équipe pour que tout le monde puisse prioriser et traiter les risques en sécurité au plus tôt, automatiser les scans de sécurité et détecter bien sûr les vulnérabilités, transmettre les bonnes pratiques de sécurité
analyser les solutions dans le respect du principe de Security by Design, alerter en cas de détection de nouvelles vulnérabilités et les corriger. Là, je vais vous présenter en fait un cas concret d'application d'un programme de Security Champions, comment vous pouvez mettre ça en place si jamais ça peut vous inspirer. Moi, je travaille chez l'entreprise Worldline, donc, que peut-être vous connaissez. En tout cas, le contexte est assez international. Il y a beaucoup de développeurs, on est à peu près 8000 développeurs et développeuses partout dans le monde. On a déjà 200 experts et expertes en sécurité. Mais tout de même, il y a toujours ce besoin de diffuser les compétences en sécurité pour faire appliquer le shift left-in. Et pour ça, on a désigné des personnes qui se sentent proches et capables de faire ce travail de transmission de connaissances. Donc on a désigné un coach en sécurité en interne et on les a appelés les leaders de Security Champions ou de champions de sécurité. Donc le rôle de ces leaders de champions en sécurité, c'est d'accompagner et de former les développeurs désignés pour qu'ils puissent monter en compétences et avoir les skills nécessaires et suffisants pour faire appliquer le principe de shift left-in. Et moi, en fait, pour me présenter, enfin, je suis championne ou leader des champions en sécurité. Et en fait, moi, de base, je n'étais pas du tout experte en sécurité. Donc, même si aujourd'hui, vous n'avez pas un expert en sécurité dans votre propre organisation, c'est possible de mener ce type de transformation dans votre entreprise. Donc, moi, j'ai commencé en tant que développeuse dans Worldline. Et petit à petit, j'ai eu des rôles un peu plus de leadership. Donc, j'ai fait Scrum Master, chef de projet. J'étais assez curieuse sur la méthodologie et la manière de travailler dans une équipe. Et d'où ma proximité en fait avec les développeurs. Aussi, j'ai rejoint des communautés d'experts en interne qui m'ont un peu m'aider à réseauter et connaître des experts en sécurité. J'ai aussi cette appétence en sécurité, c'est quelque chose qui me passionne. Je suis tout le temps un peu en train de regarder les actualités, Hacker News, savoir un peu ce qui se passe. Et aussi l'influence que j'ai autour de moi. J'ai cette facilité de donner l'exemple sur comment mettre en place les bonnes pratiques. Et la pédagogie, donc c'est quelque chose que j'ai appris. Moi, je ne vais pas me vanter sur tous les 4 points, mais la pédagogie, c'est clair, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est quelque chose que j'ai dû apprendre et j'ai fait des formations pour monter en compétence sur ça. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être leader de Security Champions dans mon entreprise et faire ce travail de transmission de connaissances en sécurité chez les développeurs. Bien sûr, je fais un peu de pub, donc si vous voulez me suivre, allez-y. Et aujourd'hui, on est fiers d'avoir une usine à Security Champions donc dans notre boîte. Et ça, c'est arrivé avec beaucoup de tentatives, d'échecs, que je vais détailler juste après. Parce que je peux m'arrêter là et vous dire « Oh, tout va bien, tout est parfait, allez-y, c'est fait en claquant des doigts. » Mais pas du tout. Donc là, on est arrivé à ce process stable. On fait en fait des campagnes de 2 mois. On va sélectionner des champions, des candidats pour devenir champion ou championne en sécurité. Et on va les suivre pendant ces 2 mois de coaching pour qu'ils puissent se sentir assez autonomes à la fin et devenir influenceurs dans leur équipe pour promouvoir les bonnes pratiques de shift left-in. Mais oui, on a eu des problèmes. Et pour en citer un, c'est le problème des hauts dirigeants de votre entreprise. À chaque fois que vous voulez vendre quelque chose, ce n'est pas la première occasion qu'ils vont vous dire oui. Et c'était aussi ce qu'on a eu pour la mise en place de ce programme de shift left-in. On n'a pas eu le go direct de nos dirigeants. Donc il fallait les convaincre. Et pour les convaincre, donc on a dû donc on a dû avoir leur go officiel et on a mis en place une sorte de pilote. Donc on a sélectionné
quelques équipes dans une échelle assez petite pour qu'on puisse tester en fait ce type de transformation et de diffusion de connaissances. Et avec ça, on a pu avoir des chiffres concrets à montrer aux dirigeants qui donc pouvaient se projeter avec nous à court terme, moyen terme et long terme et accepter de se lancer à une plus grande échelle pour faire ce type de transformation. Un second problème, c'était moi-même. Donc moi qui étais enthousiaste et passionnée par le sujet, je voulais que tout le monde rejoigne ce magnifique programme de champion en sécurité. En plus, j'avais enfin le go officiel de mes managers, donc tout le monde devait me rejoindre. Ce n'était pas du tout le cas et ça a frustré aussi beaucoup de gens. Donc une condition nécessaire et je pense primordiale, c'est aussi le volontariat des participants à ce type de programme. Et pour ça, on a mis en place un formulaire d'inscription qui va permettre à chacun de choisir ou pas de suivre ce type de coaching. On a aussi ciblé des projets qui vont bientôt se faire auditer, que ce soit ISO 27001 ou PCI DSS, et aussi les accompagner et pas les contraindre à poursuivre le coaching s'ils se sentent plus en avoir besoin. Ils étaient libres de partir. Un autre problème que je pense vous avez aussi chez vous, par rapport à la politique de sécurité de votre entreprise. Est-ce que vous l'avez déjà lu? Non. Peut-être. Mais pour moi et la majorité des développeurs que je connaissais, très peu prenaient le temps de lire aussi les conditions d'utilisation de Google. Donc il fallait rendre la politique de sécurité plus accessible aux développeurs. Et ça, c'était le troisième challenge. Et pour ça, on a mis en place une sorte de base de connaissances commune qui est accessible à tous et qui simplifie un peu ce qu'on souhaiterait que les développeurs mettent en place et faire appliquer le shift lifting comme on souhaite, et que ça soit en fait assez directif et assez straightforward, qui va droit au but. Et on a aussi mis en place des modèles de scripts qui peuvent juste copier-coller, ça facilite la mise en place de scans automatisés, etc. Et cet espace d'information, donc on l'a centralisé dans une page Confluence. C'est l'outil de documentation qu'on utilise en interne. Et là, on est même en train de réfléchir à l'intégrer avec une intelligence artificielle et le rendre plus interactif. Un autre problème. Nos développeurs, tout volontaires et qui sachent maintenant quoi faire, eh bien, ils se disent qu'ils ont trop de trucs à faire. Et ils ne savent pas par quoi commencer. Donc il fallait leur donner une sorte de projection. Déjà, savoir où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui et où est-ce qu'ils peuvent aller en suivant ce type de coaching. Et moi, donc, j'ai mis en place 3 niveaux de maturité des pratiques de sécurité qu'on connaît, qui sont basiques, intermédiaires, avancés. Je n'ai pas inventé des mots magiques pour définir ces niveaux. Et en fait, ça a créé beaucoup de magie parce que grâce à ça, les développeurs savaient déjà leur état actuel des choses et jusqu'où ils doivent améliorer pour être au point par rapport aux exigences qu'on leur demande. Et ça, c'est un exemple de pratique d'analyse de statique de code source, ou SAST pour les sachants. Et par exemple, là, pour niveau basique, c'est déjà avoir un premier scan qui a été manuellement exécuté et qu'on ait un rapport sur ce type de vulnérabilité. Le niveau intermédiaire, sans aller trop dans le détail, ce serait d'avoir un scan automatisé directement dans les pipelines CI/CD. Et avancé, ce serait d'avoir en fait un scan dès que le développeur est en train de développer, donc dans son propre environnement de développement, avant qu'il commit quoi que ce soit, il ait un retour direct avec cet outil de SaaS. Et dernier challenge, c'était la réputation qu'avait la sécurité. Je pense que ça, c'est le challenge principal, si j'aurais pu peut-être commencer avec, parce que à chaque fois que j'allais appréhender un développeur ou quelqu'un dans une équipe de développement, souvent ils me disent la sécurité, je ne veux pas en entendre parler, ça me fait peur. Sincèrement, ça me fait peur. Parce qu'effectivement, ils ont toujours en fait eu ce retour des audits, ce retour des experts en sécurité qui viennent toquer à la porte et ramener tout le temps des mauvaises nouvelles. Ah, il faut faire ça, 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 c'est jamais en fait des solutions. Et nous, on veut changer cette image-là
Et un challenge ou une solution qui, je pense, peut vous permettre de changer ce type de réputation qu'a la sécurité, c'est engager vos champions ou toute personne qui est aujourd'hui déjà curieuse d'en savoir plus sur la sécurité dans une communauté. Donc nous avons créé une communauté ouverte au sein de l'entreprise et on a mis en place une sorte de point de rendez-vous, comme un café virtuel, où on vient papoter sur la sécurité, on partage des actualités Hacker News, on va aussi partager des nouveautés sur des fonctionnalités qu'on propose en interne dans l'entreprise. Et plus important, c'est la gamification. Donc la gamification, pour être simple, c'est l'apprentissage par le jeu. Et un jeu assez connu dans le cadre de la cybersécurité, c'est le capture de flag. Capture de flag, c'est un peu comme une chasse au trésor où on doit résoudre des challenges bien précis. Ça peut être attaquer un site web, devoir résoudre craquer un système ou un message chiffré et récolter des points et au final être récompensé si jamais on atteint le podium. Et là, je vous ai mis un QR code qui liste des CTF à venir et il y a même des CTF dans le style qui touchent à la sécurité informatique et ils sont faisables par des enfants. Donc c'est vraiment ouvert à tous. Il n'y a pas besoin de prérequis pour ce type d'activité. Et j'arrive du coup à la fin de cette présentation et par le titre de la présentation qui est « Muscler la sécurité dans votre équipe avec le Shift Left Team des Security Champions ». Pourquoi ce titre? C'est en fait pour moi, le Shift Left Team, c'est un changement d'habitude. C'est quelque chose qui va améliorer l'hygiène de votre application, qui va renforcer la résilience de votre application que vous êtes en train de développer. Et pour ça, il faut savoir se faire coacher. Surtout vos développeurs, ils ont besoin de ces compétences pour qu'ils puissent être autonomes et décider par eux-mêmes pour implémenter toutes ces bonnes pratiques. Donc, je compare beaucoup en fait tout ce que je suis en train de faire comme dans mon rôle de leader de Security Champion à la musculation. Beaucoup s'en plaignent, ça fait mal aux muscles, ça fait mal aussi à l'équipe, mais après, ils sont fiers d'avoir accompli, d'avoir mis en place toutes ces bonnes pratiques dans leur équipe. Et à la fin, ils se sentent assez autonomes parce qu'ils sont imprégnés de ces bonnes habitudes et améliorent l'hygiène de leur application. Voilà, c'était tout pour moi. Merci pour votre attention. Ne trouve pas le réseau Wi-Fi. Vérifiez les connexions du modem ou de votre box Internet. C'était ça ma question du coup. Moi j'avais une question, à un moment tu as parlé d'automatisation, enfin de rendre ça plus interactif et avec c'était ChatGPT je pense le logo. Est-ce qu'il n'y a pas des questionnements au niveau de la sécurité Enfin ça sera en interne, ça va être quoi? Vous allez nous donner les infos, ce sera un outil purement interne qui va être nourri par des infos que vous avez en... Oui, là les OpenAI et Microsoft sont en train en fait de mettre à disposition des instances internes ou privées de ce type d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on utilise ChatGPT et c'est ouvert à tous, mais ils sont de plus en plus en fait en train d'ouvrir ce type de solution et que ça soit dans un périmètre restrictif et donc spécifique à l'entreprise. Ça va coûter cher, mais je pense que c'est un investissement qui vaut le coup, surtout pour notre contexte. Oui. Tu as fait partie des instigateurs de cette méthode? Non, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas évangéliste du Shift Left Team, mais c'est quelque chose en fait, que je pense être essentiel à mettre en place. Quand je vous dis, je suis passionnée de méthodologie, j'ai des ferventes défentrices de Scrum et de l'agilité. Donc moi je trouve que ça marie beaucoup l'esprit agile et la sécurité qui a malheureusement beaucoup subi de sa réputation. Merci beaucoup. Du coup on n'a plus assez de temps pour les questions.
Ne vous inquiétez pas, il y aura le pot, c'est ça? Il y a une pause. On a rendez-vous à 20h10 dans l'amphi. Et donc je pense que Sarah va être à disposition pour votre questions. Merci.